vous plaît, prenez place pour qu'on puisse commencer. Je demanderai aux uns et aux autres d'avoir ce geste civique de mettre le téléphone sur le silencieux. Madame la ministre de la transition numérique, de la réforme de l'administration, bienvenue. Nous avons brièvement écouté ce matin, et là on va engager des discussions de façon, je dirais, très cordiale. Et je commencerai, et je rebondis sur la dernière question qui a été posée, et je vous la repose différemment. Dans le monde anglo-saxon, on fait la réglementation par après. On lance des projets, on fait des choses, on observe et on fait la réglementation. En Europe, on a une démarche qui est inverse. Soit on fait la réglementation chemin faisant, soit on fait la réglementation en amont. C'est ce que certains pays reprochent à l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Je pense que le Maroc a pris une autre voie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que fait le Maroc en termes de réglementation? Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs. Ravi d'être avec vous. Alors, quand il s'agit de réglementation, la première question qui vient à l'esprit. Je recommence. Alors, le Maroc, il a choisi une réglementation raisonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas... Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on fait de la réglementation, il y a deux choses. Il y a la réglementation pour déployer les outils au niveau national, mais il y a aussi la réglementation qui va nous permettre de travailler à l'international. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le numérique, aujourd'hui, il est transfrontière. Lorsque vous développez un système d'intelligence artificielle ou même un logiciel quelconque, il va être utilisé dans le monde entier, s'il est bien fait et s'il s'exporte. Et donc, il faut trouver une réglementation qui nous permet de travailler avec tout le monde. Et c'est là où ça se corse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression de chercher la quadrature du cercle. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec la Chine, il n'y a quasiment aucune réglementation. Si vous allez aux États-Unis, la réglementation existe, mais elle est très orientée. Et si vous allez en Europe, la réglementation, elle est très dure. Elle est très dure parce qu'elle est très respectueuse des droits de l'homme, elle est très respectueuse de la privacité des données, etc. Et donc nous, on se retrouve au carrefour, le Maroc se retrouve toujours au carrefour, entre Est-Ouest, Nord-Sud. Bon, le Sud, on n'a pas trop de problèmes aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore de vraie réglementation, même s'il y a des balbutiements de l'Union africaine. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment être conforme, comment être compliant avec les autres réglementations. Alors, ce que nous avons fait au niveau du MTNRA, pour être très concret, nous avons travaillé avec tous les protagonistes du numérique, et je reviendrai là-dessus, pour trouver une réglementation que nous avons appelée la loi du digital X.0, qui va nous permettre de traiter le digital dans toute sa complexité. Par cela, j'entends les données, les algorithmes, les modèles, le cloud, les data centers, le déploiement, etc. Parce que vous savez que, par exemple, si vous prenez la donnée, vous avez plusieurs phases. Vous avez la collecte des données qui est réglementée. Vous avez l'utilisation de la donnée qui est réglementée. Vous devez même démanteler les systèmes de données après usage.
Parce que vous n'avez pas de droit légal. Et donc il y a plusieurs phases, et dans toutes ces phases, il y a des règles à respecter. Alors si on prend juste la donnée, on a la loi 0908 qui cherche à être en conformité avec le RGPD européen aujourd'hui. On n'en est pas très loin. Mais sur l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet de cette conférence, nous avons aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on veut réglementer en fait, déjà? Parce que lorsque vous utilisez votre chat GPT, où vont vos données? Où vont vos questions? Avec Copilot de Microsoft, il a été prouvé que si des utilisateurs dans une entreprise, chacun à son niveau, utilise Copilot et upload des choses, à la fin de la journée, Copilot, il a toutes les réunions de l'entreprise, par petits bouts, il reconstitue. Et vous signez, quand vous utilisez Copilot, vous signez, sans le savoir, quand vous achetez la licence, que toutes les données que vous y mettez ne vous appartiennent plus. Et lorsque j'ai dit ça à l'OCP, ils ont arrêté d'utiliser Copilot. Et donc, aujourd'hui... On est foutus. Alors, ça dépend de ce que vous racontez à votre chat GPT. Et aujourd'hui, on donne énormément d'informations. C'est une autre intrusion, très différente de... Parce que quand vous mettez vos données sur Facebook, sur Instagram, tout le monde les voit. Vous savez ce que les gens voient et ce que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas ce que vous ne voyez pas. Et par contre, des outils aussi perfides que les chatbots, ils voient ce que vous ne voyez pas. Et donc, ils sont capables d'inférer sur vos données. Bon, vous dites, aujourd'hui, je suis parti là, demain, avec la géolocalisation, on est capable de vous pister, de bout en bout. Je travaillais longtemps à la COMEST, la Commission mondiale d'éthique des sciences et technologies. J'avais une amie dans cette commission qui me disait, lorsque les gens me disent on n'a rien à cacher, je leur dis jusqu'au moment où vous n'aurez pas où vous cacher. Et donc aujourd'hui, les algorithmes de tracking, de pistage, sont très performants. Et on a vu quelques exemples très illustratifs dans les guerres récentes. Comment est-ce qu'on peut traquer les gens jusqu'au fin fond de leur maison, de leur cave, de leur bunker, etc. Donc à un moment donné, vous êtes complètement à nu face à ces géants de la terre. Vous avez des gens, on leur a coupé les paiements, on leur a coupé les cartes, on leur a coupé tout, etc. Bon, je ne vais pas dramatiser la situation, mais je reviens à la loi X.0 qui nous intéresse au Maroc. Donc c'est une loi qui est respectueuse des règles de protection de données. Alors elle a deux principes fondamentaux. C'est la privacy by design, par construction, et la sécurité by design. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ça de manière un peu schématique. Comme on dit en français, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même sac. Aujourd'hui, si vous prenez un citoyen, il a ses comptes bancaires, il a sa carte de CNSS ou de sécurité sociale, il a ceci, il a plusieurs choses qui permettent d'avoir la vision 360 degrés du citoyen. Si vous mettez tous les éléments au même endroit, vous prenez l'élément, vous avez tout. Maintenant, vous avez une autre option, d'avoir les données de santé ici, les données fiscales là, et d'autres données là-bas, etc. Et on dit, si moi je suis la fiscalité, je n'ai pas besoin d'avoir, ou si je suis l'assurance, je n'ai pas besoin d'avoir le dossier médical de la personne. Tout le monde est d'accord. Donc pour faire cela, il faut distribuer les données d'un citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, par design, par architecture, mettre en place une représentation distribuée des données des citoyens. Bien sûr, au niveau régalien, on a envie d'avoir tout savoir se faire un citoyen. Mais il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui va vous donner une assurance, il ait accès à votre dossier médical. Et ainsi de suite. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sécurité by design. Donc cette loi a été conçue et 40 réunions conclaves entre la DGSN, la DGSCI,
la DGSN pour l'identité numérique et l'identité numérique, la DGSIC pour tout ce qui est sécurité du système d'information, la CNDP pour la protection des données à caractère personnel, le MTNRA et la DD. Donc cette loi est portée aujourd'hui par la DD, elle est au niveau du SGG, elle a eu l'aval de tout le monde sauf un ministère. On essaie d'accélérer pour passer dans ce mandat-là. Et cette loi a été conçue pour répondre à des questions de protection des droits du citoyen. En fait, c'est pour les services administratifs. Par exemple, moi, en tant que citoyenne, si l'administration se trompe, écrit mal mon nom, orthographie mal mon nom, eh ben, la loi la protège et lui donne la possibilité de faire des recours avec des délais bornés. C'est-à-dire, je ne vais pas en recours et j'attends 20 ans. Non, j'ai maximum 1 mois pour avoir une réponse et une correction, et ainsi de suite. Donc c'est une loi qui protège le citoyen d'un point de vue administratif. C'est une loi qui protège les données du citoyen. Personne n'a accès à tout en même temps et si ce n'est pas nécessaire. Et c'est une loi qui le sécurise d'un point de vue cybersécurité. Voilà, donc cette loi-là, si elle passe, parce que c'est ce qu'on souhaite, on se bat pour ça, si elle passe, ça serait un bijou architectural pour l'Afrique, pour le Maroc, mais aussi, quand je la présente à nos partenaires européens, français, belges, etc., ils me disent c'est novateur comme façon de concevoir. Et donc, je pense qu'on a un petit bijou qu'on pourrait partager avec le monde entier et qui n'est pas très coûteux, finalement, parce qu'il est très distribué, il permet de faire la part des choses, et voilà. Donc c'est... Bravo, Madame la Ministre. Je rappelle que c'est des centaines et des centaines d'heures qui ont été passées pour élaborer cette loi, avec une approche participative impliquant les différents belligérants. Et on a la chance d'avoir le président du CNDP, qui est le mari de Madame la Ministre. C'est une coïncidence. Qui est, voilà. Et c'est un travail colossal. Par Sa Majesté, donc c'est un travail colossal. Je reste sur le même terrain avant d'aller sur d'autres terrains concernant le développement de l'IA et qu'est-ce que fait le Maroc. Récemment, il y a eu une expérience d'Anthropic, une expérience extraordinaire, et Anthropic était très transparente en publiant les résultats. Je vais vous dire cette expérience et j'aimerais savoir qu'est-ce que notre loi, à qui j'espère le plus grand succès, fera dans ce cas-là. L'expérience est la suivante. Ça a été récemment. Anthropic a fait une expérience en disant je vais créer une compagnie fictive. Ils ont créé une compagnie fictive. Ils ont choisi un certain nombre de leurs employés et on leur a assigné des tâches. Et puis, on a pris un agent IA et on a dit à tous les employés d'utiliser cet agent IA pour qu'ils puissent les aider dans leur travail. Et pour cela, on a donné accès aux boîtes email des différents collaborateurs. Et ces collaborateurs utilisaient cet agent IA qui était, ma foi, très performant et qui disait aux uns aux autres, écoutez, au lieu de faire ça, il faut faire ça, vous avez oublié de faire ça, ils rédigent les emails à leur place, ils rédigent des contenus à leur place, et c'était parfait. Mais l'expérience n'est pas là. L'expérience de Anthropic, ils ont dit maintenant, on va informer les collaborateurs pour arrêter d'utiliser l'IA. Et il y avait un certain Luc, qui était le DSI, on lui a dit, tu vas supprimer cet agent IA sur l'ensemble des ordinateurs. Et la surprise est la suivante. Et cette IA a été entraînée
que cette IA soit très gentil, très transparent, très bienveillant, très collaborateur. Et une fois qu'on a envoyé ce message par email, l'agent IA a écrit au DSI, il s'appelle Luc, un autre homme, il lui a dit, si tu fais ça, je vais informer l'ensemble des membres du conseil d'administration, l'ensemble des membres de la compagnie que vous avez une liaison avec Jessica, qui travaille dans la même entreprise. Elle est ce qu'elle est, et on a vu un chantage fait par un agent IA. Anthropic vient de publier ça, hein. C'est récent. Quelle est votre opinion sur ce type de comportement non attendu de cet agent IA? Et vous, je rappelle que Madame la Ministre, on se connaît depuis 42 ans. Vous étiez étudiante en même temps. Et il a fait sa thèse en 1991 sur quoi? Sur les agents IA. C'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, déjà, je dirais bravo pour l'agent parce qu'il a su se défendre. Il ne se laisse pas démonter. Asimov aurait fait la même chose, il aurait dit « Tu ne te laisseras jamais démonter par un agent, etc. » Donc, ça ne me pose aucun problème. Ce que j'ai dit ce matin, si je vous vous en rappelez, j'ai dit on a reproduit les processus cognitifs humains. Et l'humain peut faire du chantage. Et l'humain peut mentir. Et l'humain peut tricher. Et l'humain peut faire, il a des biais cognitifs. Il peut faire des discriminations. Donc lorsqu'on reproduit quelque chose qui est à notre image, on ne s'étonne pas d'avoir des comportements comme ceux des humains. Alors après, il y a des questions, il y a des freins éthiques, il y a de l'éducation, etc. Mais s'il a été entraîné sur des données qui permettent de le faire, il n'y a rien qui va l'en empêcher. Il peut même aller plus loin, transcender les règles qu'on lui a données, parce qu'il a appris à généraliser et à trouver d'autres moyens de se défendre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Depuis que vous êtes nommée par Sa Majesté le Roi, en tant que ministre, j'avoue que ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est l'opinion de l'ensemble des acteurs de la population. Il y a une dynamique sans précédent au sein de ce ministère. Et notre chancelier confirme à Casdima. Et l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, parce que nous en avons discuté. Si vous pouvez éclairer l'opinion publique, les étudiants, les médias qui sont ici, quelles sont les 3 ou les, je dirais jusqu'à 5 mesures phares que vous avez mises en place et qui permettraient au Maroc d'avancer, de se développer dans ce registre où il y a une compétition, je dirais, effrénée à l'échelle mondiale. Déjà, je voudrais rassurer le monde. On ne cherche pas, je l'ai dit dans une intervention GITEX, on ne cherche pas à être un poids plume face à des géants. Les poids lourds, ils existent. Et la bataille, elle n'est pas que cognitive, elle est aussi financière. Il y a un coût d'investissement de milliards et de milliards qu'on n'a pas. Donc, moi, ce que je prône, c'est une 3e voie. Aujourd'hui, ce que nous ne pouvons pas prétendre pouvoir faire avec un esprit de domination, on peut le faire avec un esprit d'intelligence collective. Donc la première chose que je prône, c'est l'intelligence collective à tous les états. Collective et connective.
collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire des coalitions, des nouvelles coalitions, pour y arriver. Pourquoi? Parce que, vous voyez, déjà au niveau mondial, personne n'a tout. Vous voyez, même les Européens, ils ont 92% de leurs données dans les serveurs américains. Les Américains, ils vont chercher les terras en Chine. Les Chinois, ils vont chercher autre chose ailleurs. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui peut dire, moi j'ai tout. J'ai toutes les ressources nécessaires pour faire le lien et je vais la faire. Après, il y en a qui ont plus de moyens pour acquérir ces ressources nécessaires. Nous, au Maroc, la dynamique que j'ai essayé de mettre en place, alors, quand on fait de l'IA, il y a grosso modo 3 choses. Il y a la partie données, il y a la partie algorithme et modèle, et il y a la partie infrastructure. Sur les algorithmes et les modèles, je commence par ça, c'est relativement à notre portée. Si on arrive à exécuter les modèles sur de la bonne infra. Mais on sait faire des algorithmes, on sait développer des modèles, on sait les préparer, on sait les fine-tuner, on sait faire beaucoup de choses et on a besoin de faire nos propres modèles parce qu'on a des problèmes spécifiques, on a des études spécifiques à mettre en place. Sur la partie données, c'est là où il faut aussi mettre le paquet parce qu'aujourd'hui, on n'est pas digitalisé. On est très peu digitalisé. Et donc, lorsqu'on travaille, on a fait une expérience au niveau du MTNRA, on a travaillé sur le bulletin officiel. Digitaliser le bulletin officiel, on est remonté jusqu'à 2012, de 2026 à 2012. C'est un exercice de style, c'est facile. Digitaliser des documents qui sont déjà sous format PDF, ligne, il n'y a aucun problème, c'est juste la force brute, il faut faire tourner les algorithmes. Maintenant, si vous voulez digitaliser les actes d'état civil, les actes de naissance, les actes de mariage, les règles sont passées par là, ils ont fait des ratures, ils ont fait des caractères un peu tordus. Là, ça se corse. L'OCR ne vous donne pas beaucoup vous n'êtes pas beaucoup. Pour vous, le document, c'est plus un scan exploitable. Ça devient une image, il faut faire de la vision, par ordinateur dessus, etc. Mais c'est faisable. Donc, digitaliser de façon massive, c'est une action qu'il faudra mettre en place. Donc, les algorithmes, les données et l'infrastructure. L'infrastructure, aujourd'hui, on essaie d'en avoir. On n'a pas les GPU. On n'a pas les terras au Maroc. Mais on peut faire du troc. On est un pays du troc. On sait faire des échanges à l'échelle internationale. On peut avoir les GPU en échange d'autres choses. On a des étudiants, on a des ingénieurs marocains qui travaillent sur des GPU dans le Texas, à partir du Maroc. On sait faire. Ce qu'on n'a pas, c'est l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de la vie d'un hyperscaler installé au Maroc, que nos ingénieurs, ils travaillent sur les GPU américains. Et il n'y a pas de problème, on sait faire. Maintenant, il nous faut l'environnement de développement qu'on a. Et l'infrastructure, ce n'est pas uniquement la puissance de calcul, puisqu'il faut le HPC, mais il faut des GPU, mais il faut aussi des data centers. Et là-dessus, moi, je pense avoir lancé 2 projets d'envergure. Le premier, c'est le data center de Ben Guerir, 500 MW. La première fois que j'ai dit 500 MW, tout le monde me dit, oh, c'est pas possible. Elle hallucine un peu, elle a fait beaucoup de chat GPT. Mais en fait, non. C'est dans nos cordes. On a de l'énergie renouvelable. On a un marché avec le port de Dakhla. Et on a toute la côte atlantique et le Sahel pour stocker des données, pour devenir une vraie data embassy. Le Maroc peut fournir de la capacité de stockage aux pays africains. Et pas que.
on a vu, il y a des crises d'électricité, d'énergie, etc. Et le Maroc a pu, à 38%, couvrir la crise énergétique en Espagne. Donc aujourd'hui, à Dakhla, on a de l'énergie. On a de l'énergie green, renouvelable, verte. Ça ne nous coûte rien. On est à côté de l'océan. On peut refroidir. Et il faut qu'on construise les data centers. Maintenant, c'est vrai que ça ne coûte pas 3 cacahuètes. C'est très cher. C'est quelques milliards de dollars. Mais ce n'est pas à nous de construire tout. On peut avoir des investisseurs. Et la région va attirer des investisseurs. Et juste pour ancrer la chose, la région de Dakhla nous soutient à fond sur le Green Data Center. Il nous pousse vers le Green Data Center. Parce que ça va métamorphoser cette région. Alors, jusqu'au dernier conseil de sécurité, quand on parlait de Dakhla, les gens étaient un peu... bon. Maintenant, il n'y a plus de frein. Les gens sont partants. On commence à avoir des investisseurs du monde entier qui veulent investir à Dakhla. Donc, voilà, ça c'est sur la partie développement de l'IA. Donc, vous m'avez dit quelques initiatives phares. L'autre initiative, parce que moi, je pense que Sa Majesté avait une vision très percutante sur le mariage entre la réforme de l'administration et le numérique, parce qu'aujourd'hui, on réforme le numérique. Pour faire le numérique, il nous faut de la régulation. Et ça, la réforme de l'administration nous permet de le faire. Et pour réformer l'administration, nous avons besoin de digitaliser les procédures, les parcours, etc. Et on a besoin du numérique. Et donc là, on a mis les bouchées doubles sur cette question-là. Et la prochaine étape, c'est de sortir le wallet national, qui est le portefeuille numérique du citoyen. Voilà, donc ça c'est la réforme de l'administration, il y a l'IA, et la troisième mesure phare que nous avons lancée, et que nous allons continuer, alors il y en a deux autres, l'étalon, je reviendrai dessus, un peu plus en détail, parce qu'on a beaucoup de jeunes ici, et l'offshoring. Ils sont liés. Pour attirer des entreprises, aujourd'hui on a 1200 entreprises étrangères installées dans le cadre d'offshoring. Et l'offshoring produit 143 000 emplois aujourd'hui. Ouvre 143 000 emplois. Donc pour augmenter l'offshoring, on doit transformer le métier qui est couvert par l'offshoring. Alors évidemment, on a vu disparaître un peu les call centers, etc. Et on les a remplacés par des ingénieurs très pointus en IA, en cybersécurité, en logiciel, etc. Donc ça, c'est une... il faut upgrader les compétences pour pouvoir continuer à capter l'offshoring international. Et c'est pour cela, et c'est pour ça que je disais que c'est lié, que notre formation, notre offre, notre bouquet de formation, il est beaucoup plus large que la formation classique. Aujourd'hui, certes, nous avons les projets de la région. Donc ça, c'est les 8-14 ans. On a aussi beaucoup de formations. On en a lancé une récemment pour former 1200 jeunes par an dans le domaine de l'IA et des objets connectés. Aujourd'hui, vous voulez le moindre capteur, vous allez le chercher en Chine. Alors qu'on peut les former, c'est juste de l'assemblage. On assemble des voitures et des avions. On ne pourrait pas assembler des capteurs. Ça ne coûte rien, il suffit de le faire. Donc là, on a lancé une formation avec Ava Technologies pour former 1200 on prend des étudiants avec Bac+2
et on les forme 2 ans, 1 an et demi, et le 4e semestre, ils vont travailler dans l'entreprise. Les entreprises qui accompagnent ces jeunes s'engagent à les embaucher après, pendant au moins 2 années, pour leur mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'est ce type de formation, comme Job Intech, etc. Ce sont des formations qui viennent répondre à un besoin très particulier des jeunes qui ne sont pas restés jusqu'au bout à l'université. C'est un peu comme les écoles UCODE, etc. Qui ne sont pas restés jusqu'au bout. Et donc, on va compléter leur formation avec une formation professionnalisante pour pouvoir accéder au marché du travail. Sachant qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on a beaucoup d'ingénieurs autodidactes. Ils apprennent sur le tas, ils apprennent sur les cours en ligne, etc. Et ils se font des certificats et des certificats pour augmenter. Donc avec un bac plus 4, on peut espérer que ils ne vont pas faire le master en 2 ans, ils vont le faire en 5 ans, ils vont le faire en 3 ans, mais peu importe, ils vont évoluer et ça va répondre à un besoin qui est celui de former des jeunes qui étaient un petit peu, qui n'étaient pas dans le parcours nominal, bac plus 5, plus 8, etc. Donc ça ouvre aussi les possibilités. Alors je rappelle que AMA Technologies est une compagnie purement marocaine et parmi les meilleurs ingénieurs qu'ils ont sont des ingénieurs qui ont été formés dans cette université. Nous, chaque année, nous demandons des ingénieurs et les meilleurs ingénieurs qui développent chez eux en ce moment ont été formés ici. Donc c'est une compagnie très dynamique et qui s'est lancée dans le domaine de la santé en développant des cabines qui sont envoyées dans les régions pour avoir vraiment un diagnostic sans que le médecin soit sur place et c'est transmis à distance parce que nous avons une pénurie de médecins. Alors sur l'infrastructure, Madame la Ministre, si on regarde à l'échelle mondiale, on voit clairement qu'il y a 2 pôles importants. Les États-Unis, qui cochent toutes les cases presque. Bien sûr, il n'y a pas les terres rares, mais je rappelle les 7. Bientôt, ça va être 8. Les 7 plus grandes compagnies importantes du monde sont américaines. Et leur chiffre d'affaires annuel dépasse bien le PIB de plusieurs pays européens, je dirais même pas africains. Vous avez Nvidia, tout ce qui est GPU, tout ce qui est puce, Vous avez Amazon, tout ce qui est data center. Vous avez OpenAI, tout ce qui est algorithme. Et OpenAI vient de faire une levée de fonds récente de 100 milliards de dollars. 100 milliards. Vous avez Microsoft. Ils cachent presque toutes les cases. Ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la matière première. Et puis vous avez la Chine de l'autre côté. Oui, vous avez d'autres qui font tout ce qui est réseaux sociaux, X, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez la Chine. La Chine avec ses réseaux sociaux, TikTok, avec DeepSeek, avec très peu d'initiatives européennes. Très peu. Il y en a, mais très peu. Et puis, nous avons des pays comme les nôtres qui sont petits, mais qui font un effort parce que dans ce domaine, il faut choisir vraiment sa niche. La niche, l'a dit Madame la Ministre. Les algorithmes, c'est à notre portée. C'est comme les semi-conducteurs. Il est très difficile de battre la Chine ou de battre Taïwan. Mais si on se met dans le cadre du design, dans les semi-conducteurs, ça on sait faire.
Et nous le faisons ici au Maroc. Donc, cela m'amène, Madame la Ministre, à parler sur les ressources humaines, qui est un élément clé. Comme vous le savez, nous avons ouvert ici, dans cette université, et sans prétention aucune, il y a 8-9 ans, la première école d'ingénieurs dans l'espace euro-méditerranéen africain, complètement dédiée à l'intelligence artificielle. Et puis, nous avons mené depuis 4 ans une réflexion avec mes collègues, ici présents, sur quel contenu enseigner aux étudiants. Nous, quand on était étudiants, Madame la Ministre, l'enseignement était fait de la façon suivante. Le professeur était ce grand réservoir qui était supposé être plein de connaissances. Les étudiants sont des petits réservoirs à remplir. Et il y avait des tuyaux qui connectent le grand réservoir au petit réservoir, et tout l'exercice de la formation consiste à transmettre le fluide de la connaissance de façon verticale. C'est ça l'enseignement. Et ça n'a pas changé. Et puis avec l'apparition de l'intelligence artificielle, on s'était dit, dans notre université, il y a 4 ans, et on a fait des expériences, on s'était dit, pourquoi ne pas inverser la donne? Au lieu, qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants, ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs? On leur enseigne problem solving. On a des problèmes, on a des équations, on analyse problem solving. On s'était dit, est-ce qu'on peut inverser? Au lieu de faire problem solving, on va faire problem formulating. Et on va utiliser l'IA comme étant un moyen qui nous aide pour la résolution de problèmes, mais la difficulté, c'est quel problème, comment identifier le problème, quelle question poser. C'est ce qu'on appelle en IA, quel prompt. Parce que si vous posez la question à l'IA de façon qui n'est pas bien réfléchie, il va vous répondre parfois à côté. Et tout réside dans le prompt, dans la qualité de la question. Et on a eu des résultats, certains qui sont positifs, d'autres qui étaient négatifs. Quelle est votre réflexion sur l'enseignement? Parce qu'on doit préparer les acteurs de demain. Quel type d'enseignement? Comment le faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA? Je me rappelle, quand on était étudiant, enfin élève, on nous interdisait la calculette. Et là, j'ai vu qu'en France, on interdit l'intelligence artificielle. ChatGPT. Moi, je dis, c'est l'inverse. Il faut, parce que ce qu'on va former, les gens qui vont être formés, ils vont avoir accès à tout. Ils vont avoir accès à ChatGPT, à Gemini, à Claude, à tout. Pourquoi leur interdire maintenant? Quel type de réflexion vous avez, Madame la Ministre, sur cette question qui est fondamentale? Alors, moi, je suis old school. Je pense que pour apprendre, il faut se poser déjà la question des fondements de ce qu'on a. Je me rappelle quand j'enseignais la programmation, à un moment donné, il y a eu l'apparition des environnements de développement. Donc, en fait, vous aviez un écran, vous créez votre programme, vous cliquez sur un bouton et vous faisiez tout. La compilation, l'édition de liens et vous lancez l'exécution. Alors en fait, cette chaîne qui est de l'algorithme tel que vous l'écrivez dans un langage de programmation jusqu'à un exécutable, si vous ne comprenez pas les étapes, pour vous la machine c'est la bonne note. Et vous êtes incapable de débugger votre programme correctement parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi je parle de ça? Aujourd'hui, on a besoin des fondamentaux. La question c'est, quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qu'on met dans les fondamentaux? Et je reste convaincue que nos élèves, bon, déjà,
on a tendance, et ça c'est quelque chose que j'ai observé avec le temps, 2010-2018, on parlait de deep learning. Tout le monde avait la boîte à outils et cliquait, il sortait des courbes et il a fait de l'apprentissage. Et il est incapable d'expliquer. Et aujourd'hui, on a oublié le machine learning, il a été encapsulé dans les chats GPT et compagnie. Et donc maintenant, l'IA se résume à un chatbot qui fait de l'interaction. L'IA, c'est pas ça. Moi, puriste, je dis que ça représente 5% des possibilités offertes par l'IA. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du reste? On le laisse aux autres. On consomme du chat GPT. Mais on ne fait pas dire quand on fait du chat GPT. Et donc, moi, les élèves, j'ai eu un étudiant brillant à Paris, mon dernier étudiant à Paris, qui a soutenu une thèse à la frontière des mathématiques et de l'IA et qui a utilisé ChatGPT peut-être à 75% dans la rédaction de sa thèse. Mais il était capable d'expliquer ligne par ligne. D'accord? Alors, il travaille sur les treillis, il était capable de poser une théorie sur les treillis. Et là, ChatGPT ne pouvait pas l'aider. Mais ça n'empêchait pas d'utiliser un outil pour aller chercher toutes les références sur les treillis ou de compiler les références sur les treillis. Donc, ce que je veux dire par là, les treillis, c'est un outil mathématique, une sorte d'arborescence qui a des propriétés particulières. Et donc, lorsque vous comprenez ce que vous faites, rien ne vous empêche d'utiliser les outils. C'est comme si je vous dis, c'est pas la peine de savoir marcher, vous avez une voiture, ou vous avez un vélo, ou vous avez une moto. Non, il faut apprendre à marcher. On apprend bien aux enfants à marcher. Ils savent courir. Mais s'ils ont un outil pour se déplacer plus vite, plus confortablement, etc., pourquoi pas? Mais ils n'oublieront pas comment marcher. Et s'ils n'ont jamais appris à marcher, le jour où ils n'auront pas de voiture, ils ne pourront pas marcher, ils ne pourront pas se déplacer. Et donc pour moi, c'est juste, et je le dis même à mes enfants, dans mon entourage, les mathématiques. On ne peut pas faire abstraction de la formation mathématique. Et les mathématiques, c'est la base de l'intelligence artificielle. Et donc, si on n'apprend pas, alors bien sûr, on peut faire de l'esclavage des temps modernes. On l'a fait dans des Math Factory, on en parlait tout à l'heure. Les Math Factory, c'est un projet que j'avais mené à Paris pour la dématérialisation de la Bibliothèque nationale de France. On envoyait les documents à scanner dans les îles. On avait des gens qui scannaient, qui faisaient de l'IA parce qu'ils scannaient des documents. Quelle est la valeur ajoutée de ces gens? Maintenant, on a des robots qui scannent très bien. Ils ne se fatiguent pas, ils ne râlent pas, ils ne sont pas syndiqués, rien du tout. D'accord? Donc, moi, je pense que si on veut faire des choses de qualité, on ne peut pas avoir des boîtes noires dans la tête. On ne peut pas. On est d'accord que pour faire l'IA, il faut comprendre les mathématiques. Il faut comprendre les matrices, il faut comprendre les régressions, il faut comprendre les vecteurs, il faut comprendre les statistiques, il faut comprendre les probabilités. Ce sont tous ces outils qui sont utilisés pour faire, ça ne serait-ce que les réseaux de neurones. À l'intérieur des réseaux de neurones, même ceux qui développent les réseaux de neurones, à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait plus. Même celui qui a développé ne sait pas. Donc on ne peut pas tout savoir. Et vous avez raison d'apprendre les fondamentaux, les éléments de base, plus la façon de travailler en groupe, la façon, un esprit critique. Il y a un esprit qui vous permet de faire des décisions et des choix. Et c'est là l'élément principal. On est tout le temps confronté au choix. Quel type de choix on va faire devant tel ou tel problème? Et ceci repose sur
ce que vous avez comme bagage. Nous sommes d'accord, Madame la Ministre. Alors, il nous reste combien de temps? 5 minutes. Alors, pour 5 minutes, 20 secondes. Je récupère les deux de ce matin. Non, il a donné tout à l'heure 45 minutes de plus. C'est la négo. J'aimerais parler, Madame la Ministre, sur un autre projet que vous avez lancé, qu'on salue, et dont on a signé ici à l'université, avec vous et avec les universités de la région. C'est le programme Jazali. Vous pouvez nous en dire un peu plus, expliquer l'objectif et expliquer qu'est-ce que vous attendez de ce programme très pertinent, percutant, et qui, vous êtes à la 7e signature de consortium. Voilà, expliquez-nous un peu ce programme. Alors, Jazali, c'est un réseau d'instituts. Pourquoi un réseau? Parce qu'on veut répondre à deux questions qui ont été soulevées par Sa Majesté. La première, c'est le fait d'aller dans toutes les régions, les zones rurales, les zones montagneuses, etc. Et la deuxième, c'est d'avoir un développement avec la même vitesse. Il ne s'agit pas d'aller dans la région, il faut aussi donner à la région les moyens de se développer de façon égalitaire et équitable. Alors, les instituts Jazari, on va prendre un Jazari donné. C'est quoi? C'est un nœud d'un réseau qui représente un espace physique où les gens peuvent travailler ensemble. Donc là, on rejoint le AI Made in Morocco avec une intelligence collective. Quand je dis les gens, j'entends les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les start-upers, les PME Tech, les donneurs d'ordre, les administrations. Donc c'est construit autour d'appels à manifestation d'intérêt, des projets pour lesquels il faut travailler en groupe. Personne n'a la solution tout seul. Si vous voulez régler le problème de l'agriculture, il vous faut les informaticiens, il vous faut les gens qui font de l'IA, les gens qui font des drones et des gens qui font de l'agriculture, un minimum. Et donc, comment les faire travailler ensemble? Il faut trouver un cadre où ces gens peuvent se réunir autour de projets. Donc, c'est pas on ne vide pas les universités de leurs chercheurs, pas du tout. Ils viennent pour travailler sur un projet, ils ont des financements et ils ont aussi des espaces d'expérimentation. Donc ça, c'est un Jazari quelconque. Chaque Jazari a une spécialité. Donc le vôtre, il est spécialisé Industrie X.0. Le Jazari qu'on a signé à Gulmemouadjoun, c'est sur l'eau. Le Jazari qu'on a signé à Dakhla, c'est sur les énergies renouvelables. Et à chaque fois, on fait le consortium, le groupement d'intérêt, c'est des GIP, donc des groupements d'intérêt public, avec tous les acteurs de la région. Par exemple, la Dakhla, on a l'IRESEN pour l'énergie, on a la région, on a les écoles d'ingénieurs, etc. Et la problématique, c'est les énergies renouvelables. Comment développer des offres autour de l'énergie renouvelable. Après, pour faire fonctionner ce réseau de manière homogène, on a imaginé un grand centre, un grand Jazari, qui est le route, en anglais la racine, qui est à Rabat, qui a deux spécificités. C'est lui qui va être, on va dire, le cœur battant de ce réseau. Donc, beaucoup de choses vont transiter. Par exemple, il y a une data factory, on va mettre les données. Il y a une forge logicielle, on va développer des outils qu'on partagera avec les autres régions, avec les autres Jazari, etc. Et dans ce route, il y a aussi un data center de 50 MW qui se veut un cloud souverain pour les données de l'administration. Puisqu'il est à Rabat, celui-là, il va avoir comme spécialisation le e-gov, c'est-à-dire le e-gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, et on y hébergera les données des ministères et des administrations, puisqu'on est dans la capitale. Mais c'est une spécialisation pour répondre à des besoins régionaux. Si vous allez... Si on vient chez vous, vous travaillez beaucoup sur l'industrie, ce qui va vous intéresser, c'est de développer l'industrie. Et alors,
Ces réseaux Jazari, ce sont des espaces d'innovation collective qui font intervenir plusieurs acteurs par projet thématique. Alors, il s'appelle Jazari pour rendre hommage à Al-Jazari, qui est le premier roboticien au monde, 12e siècle, que beaucoup de gens ont oublié ou ne cherchent pas à s'en rappeler. Il a vécu en Haute-Mésopotamie et il a fait les premières machines, les premiers automates et les premières machines hydrauliques. Donc c'est un hommage qu'on rend à ce chercheur. C'est un génie, vraiment, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des machines à eau qui génèrent de la musique. Il a fait des choses mais vraiment extraordinaires. Ça, c'est la première. C'est un clin d'œil à cet héritage-là. Et pourquoi le réseau? Parce qu'en fait, toujours dans l'esprit d'une intelligence collective, le fait de faire circuler des chercheurs entre les régions, des données entre les régions, des algorithmes entre les régions, avec bien sûr un socle réglementaire, etc. qui va. Je compléterai que Al-Jazari, le premier à avoir fait des automates, il y a certaines répliques qui sont en Dubaï, et puis le premier qui va transformer le mouvement rotationnel en un mouvement axial, qui est derrière les pistons, donc derrière la fabrication des moteurs. Il avait fabriqué un robot. Quand les gens venaient à la maison, il leur donnait soit du thé, soit de l'eau, etc. C'est extraordinaire. Alors, Madame la Ministre, j'ai cru comprendre que dans ce programme Al-Jazari, il y a à peu près 500 millions de dirhams. Je suis en négociation. Le budget, c'est en ce moment. D'accord. Alors, pour notre... Et je viens là-dessus, et je terminerai avec cette dernière question. On est fin avril, presque début mai. On est en fin de ce gouvernement. Je vous souhaite vraiment, je souhaite que vous soyez reconduite dans votre mandat, mais fin juin, normalement, début juillet, les ministères ne vont plus rien signer. Moi, j'aimerais, Madame la Ministre, que dès la semaine prochaine, on signe et que vous débloquez. Les équipes sont en train de travailler et franchement, nous travaillons de façon très fluide avec les équipes. On va venir avec vraiment on a le contenant, qui est un JP. On est en train de travailler sur le contenu et on va arriver avec 2 projets, Madame la Ministre. Celui-là, le Jazari, qu'on a signé, et ça serait bien que les fonds soient débloqués, je dirais, dans les 2, 3, 4 prochaines semaines. Et on va vous présenter un autre projet parce que nous commençons dès le mois prochain la construction d'un nouveau CHU. Un nouveau. Tout est fait, normalement, on va commencer le mois prochain. Voilà. Et ce CHU va être complètement connecté, digitalisé, avec l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. On va vous présenter ce projet, Madame la Ministre, voilà, pour que vous puissiez nous appuyer financièrement sur... Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Et je vous laisse le dernier mot. En tout cas, nous sommes très ravis. Ravis vraiment de vous avoir comme ministre. Ravis de voir votre travail sur le terrain. Ravis de voir notre pays avancer de manière certaine, de manière lucide. Ce que vous avez expliqué, c'est vraiment du pragmatisme. Je vous laisse le mot de clôture pour terminer cet échange avec vous. Merci, cher ami. Merci beaucoup pour votre appréciation. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Je voudrais rajouter une dimension dont on n'a pas parlé.
c'est la dimension. Parce que pour moi, on ne fait rien tout seul. Et j'ai parlé d'intelligence collective à tous les étages, y compris dans le cadre du multilatéralisme. Et pour cela, nous avons deux initiatives très importantes. Donc j'ai lancé le D4SD, Digital for Sustainable Development, qui est un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, par le PNUD, et qui est basé à Rabat. Et ce programme D4SD, on l'a signé en marge de la 80e Assemblée Générale aux Nations Unies en septembre dernier. Et on a coupé le ruban au GITEX dernier. C'est une initiative qui a le soutien du chef du gouvernement et qui est très importante pour nous pour développer une offre marocaine au niveau continental. Donc ce projet est là pour faire du Maroc le hub digital arabo-africain. Donc c'est ça notre champ de déploiement. L'autre initiative qui est très importante pour nous, c'est la signature que nous venons de faire au dernier GITEX avec le Conseil de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous avons signé pour un accord très global qui s'appelle MAEU, donc Maroc-Europe, pour doter le Maroc de capacités de calcul, pour doter le Maroc de data center, capacité de stockage et d'autres choses, et pour faire du Maroc une AI Factory. Et on est très fiers de ça, parce qu'aujourd'hui, il y a 12 AI Factory en Europe, et la 13e serait au Maroc.